pour cette partie où je vais vous partager ça. Ah, mais non, j'ai un PowerPoint là-dessus. Ce qu'on va voir, ça correspond à la page hop, 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 33, non, 34, pardon. Donc, les déclenchants et programmants. Je vais chercher le PowerPoint que j'ai fait là-dessus. Voilà, ça va être lui, je pense. Non, c'est dans le BioShock. Ok, ça va être là. Bon. 10, 10, 25, 48, 0, 0. Ok, c'est lui. Je lance le PowerPoint et je vous le partage. Non, 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 on va refaire tout, on va voir tout ça ensemble. Euh, je partage là, je reviens là sur vous, un peu qui est ici. Partager. Ah, ouais, ok. Ça, on a vu, c'est ce sur quoi on est parti hier. On a fait tout ça, décodage biologique, le psychisme, le machin, le bidule, tout ça, la logique, le choc émotionnel, inconscient, visible, invisible, extérieur, pof, 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 l'émotion qui ressort, si j'exprime mon ressenti, qui ne ressort pas et qui s'imprime biologiquement, pour refaire un élément visible et à travers ma biologie. On a vu les émotions, on a vu le symptôme, vous avez fait ça, on a vu la biocible, hop, 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 les actes, les pensées, les sentiments, les émotions, les sensations et ce fameux ressenti. On a vu qu'il y avait trois types de ressentis, le ressenti primaire, celui que quand il est exprimé, on va créer un changement à l'intérieur, physique, émotionnel, et c'est là qu'on va créer la réparation biologique. Le ressenti secondaire, c'est celui qu'on avait vu avec Nathalie de Belgique, qui était je suis à 8 ans, je me fais engueuler par mon père quand je fais mes devoirs. Celui-là, il est secondaire parce que on peut très bien imaginer sans forcer, elle l'avait confirmé à demi-mot, euh, que c'est pas la seule fois où papa il a dévalorisé et il a tendance à écraser sa fille parce qu'il est défaillant, ce monsieur, et comme beaucoup de monsieur, et de papa et de maman. Ça, c'est intéressant. Je vais le dérouler quand même. Je reprends quand tu disais ce monsieur était défaillant. En fait, j'ai envie de dire, dans l'approche que tu proposes, est-ce que tous les parents sont pas défaillants à un moment? Alors, je réponds souvent à cette question. Euh, l'urgentiste qui travaille aux urgences de l'hôpital ne voit que les parapentes qui s'écrasent. Il ne voit pas tous les parapentistes qui volent toute leur carrière sans avoir aucun accident. Donc pour lui, le parapente, c'est dangereux. Je ne vois en cabinet que des gens qui ont eu des parents défaillants. D'accord? Mais j'ai eu ce contre-exemple que je vous ai donné hier avec cet hypnothérapeute, où ses parents ont parfaitement été au top et ont répondu à sa demande. Donc, non, tous les parents ne sont pas défaillants. Des pas défaillants, j'en vois pas beaucoup. D'accord? Mais je les remarque à la qualité de vie qu'ont les gens. Si ils sont simplement heureux dans leur vie, tranquille, sans problème, sans conflit, sans maladie, sans rien du tout, bon, ben, c'est bon, ils ont été bien entourés, ces gens-là. Donc, il y a eu des parents compétents, qui ont certainement fait des enfants compétents, parce que, comme je disais, cette jeune femme-là, qui rencontre son nouveau compagnon, il est génial, ce mec. Et lui a eu potentiellement des parents compétents aussi pour être dans l'état où il est. Ou alors, il a bien travaillé sur lui, peu importe. Euh, mais oui, c'est possible. On est quelque part un petit peu tous défaillants. Je sais que moi, j'ai été énormément défaillant avec ma fille. Euh, et j'ai eu la chance de pouvoir réparer ça. Et aujourd'hui, ma relation avec elle, elle est chouette. D'accord? Mais si j'avais pas réparé, ben, j'aurais eu une fille qui, adolescente, m'aurait fait toutes les misères que font les filles dans l'adolescence à leur père qui sont défaillants, ou qui s'écrasent devant lui parce que vraiment il est trop toxique et écrasant et qui va ruiner son identité et sa valeur. Mais bref, il se serait passé des choses qui ne sont pas passées avec elle, puisque j'ai eu le temps de réparer ça, justement à partir d'assez tôt pour qu'elle puisse ne pas passer par toutes les phases de rébellion de l'adolescence, par exemple. Ok?
Aujourd'hui, elle a suivi des études dans un sens. Elle a eu son bac avec mention bien. Et l'année prochaine, elle change complètement d'orientation. Elle revient sur quelque chose qui lui a plu, qu'elle a rencontré l'été dernier. Donc, elle est là en année sabbatique cette année pour réorganiser sa scolarité et elle fait des stages dans le sens de ce qu'elle veut faire après. Et elle a choisi ce qui lui plaisait. Et nous, on l'accompagne. Nous, je dis, moi, sa mère, mon ex-femme, on l'accompagne parce que c'est notre travail en fait. On n'a jamais dit non, tu as eu un bac dans un sens, tu vas jusqu'au BTS dans l'autre sens. C'est logique. Non, on n'a pas fait ça parce que c'est sa décision. Mais on l'accompagne parce que on a eu la chance d'évoluer un peu en même temps qu'elle, surtout beaucoup à cause d'elle. Ça a été notre moteur pour ça. Et elle a cette chance-là. Donc, euh, moi, j'ai cette chance d'avoir évolué pour être mieux égoïstement, moi, dans ma propre vie. Que ma fille en profite, c'est génial. Je suis super content. Mais c'était pas l'objectif, en fait. Ça a été mon levier. Mais aujourd'hui, je m'aperçois que ma vie à moi, d'homme adulte, elle est tellement sympa que j'ai bien fait de travailler. J'ai bien fait de travailler, j'ai bien fait d'éliminer tout ce qui me gênait, parce que la vie que j'avais avant mon accident, je voudrais pas, je n'aurais pas voulu voir son évolution aujourd'hui, à l'âge que j'ai, 25 ans après. J'ai petit, un petit aperçu quand je croise certains hommes de mon âge dans la vie dans laquelle ils sont. Ouais, ouais, j'aimerais pas leur vie, ouais. Mais à la base, mes parents étaient défaillants. Ok. Et à la base, j'étais défaillant. Ça ne veut pas dire que c'est définitif. Mais, encore une fois, moi, dans mon cabinet, je reçois que des gens qui ont eu des parents défaillants. Alors que je sais qu'il y en a qui ne sont pas défaillants, par ailleurs. Bien sûr qu'il est plus facile de pas être défaillant quand on n'a pas apporté tous les malheurs du monde et toute la misère de sa condition sociale. C'est évident que ça aide à ne pas être défaillant. D'accord? Euh, mais il n'empêche que j'ai croisé des gens super heureux dans chaque strate des couches sociales que j'ai pu croiser. Et Dieu sait qu'en faisant plein d'activités en bénévole, on croise plein de gens à plein de niveaux. Et voilà, c'est riche. En fait, c'était surtout ma question tournée autour de finalement qu'est-ce qu'on appelle une défaillance. Hmm. Parce que ça, non, On mais va voir parce que ça cet après-midi. ça dépend surtout de, je sais pas si c'est du besoin ou de l'enfant. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, en fait, Eh ben non. quand je dis est-ce que tous les parents sont pas défaillants, c'est parce que on peut pas répondre finalement à 100% à l'attente de l'enfant, sachant que bah, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son cœur. Mhm. Et du coup, bah, forcément, on peut pas. Voilà. On peut faire au mieux. Mais pour moi, j'ai envie de dire, être défaillant, c'est presque Ne pas faire au humain. mieux. Être défaillant, c'est ne pas faire au mieux. Voilà. C'est ne pas se remettre en question quand on voit que ça coince chez son enfant. C'est être capable de voir que ça coince chez son enfant, déjà. Ne pas être défaillant. C'est être capable de se remettre en question quand on voit que ça coince et de changer quelque chose. Ça, c'est ne pas être défaillant. Être défaillant, c'est être aveugle complètement à ce que vit mon enfant, ne pas du tout être attentif à lui et le laisser se débrouiller avec ce que je lui ai donné qui est basé sur ce que j'ai eu. Et j'ai eu tellement plein de choses de ma part que forcément, je vais être défaillant. Et c'est vraiment ce mot défaillant que je préfère parce que j'ai des qualités, je lui transmets, mais je suis défaillant sur d'autres points. Il y a des gens qui sont défaillants à 100%. Et il y a des parents qui sont toxiques. Il y a des parents qui sont tortionnaires. Eux, ils ne sont pas défaillants, ce pas les mêmes mots que j'utilise. Mais la base, oui, on est défaillant quelque part. Alors après, qu'est-ce que ça implique chez notre enfant? Bah, ça implique plus ou moins de choses. À l'inverse, j'ai eu une fois, ça m'est arrivé, et ça fait longtemps que je n'ai pas eu depuis, un jeune homme qui est venu me voir, une vingtaine d'années, qui était complètement déprimé, apathique et qui pouvait rien faire de sa vie. Il avait 23, 24 ans, je sais plus. Il avait eu des parents parfaits. Et il disait, je ne serai jamais à la hauteur de mes parents. C'est pas possible. Ils étaient tellement parfaits, je ne serai jamais à leur hauteur. Donc, je vais faire des conneries avec mes enfants. Donc,
je me mets pas en couple parce que je veux pas avoir le risque d'avoir des enfants. Donc, j'ai pas de relation amoureuse. Donc, je suis tout seul fermé dans mon coin parce que je veux pas faire ça. Alors que son enfance avait été géniale. Ça, c'est le premier bilan qu'il faisait. Et puis, on a creusé et on a écaillé un petit peu la belle peinture qu'il avait posée dessus pour s'apercevoir que ses parents avaient été défaillants de certains points. Parce que ils avaient donné une liberté totale incroyable à cet enfant-là, tellement libertaire qu'il était en danger. Il se mettait en danger régulièrement. Il s'était fait mal très souvent, très fort, parce on l'avait laissé se mettre en danger, sans le prévenir du danger. Sans, à l'opposé, c'est des enfants, c'est des parents hyper stressants qui disent attention, attention, tu vas tomber, c'est dangereux. Mais eux, c'était ouais, vas-y, fais-le. Et le gamin est tombé de mur de 4 mètres de haut, il se cassait la jambe. Et là, on peut se dire, mais ouais, est-ce que c'est pas dangereux ça quand même? Et petit à petit, il s'est rendu compte que ses parents n'étaient pas parfaits, ils étaient juste dans une liberté totale de leur enfant, mais jusqu'à un extrême où ça les rendait dangereux en fait. Et donc, il était content à la sortie de... On n'a fait qu'une séance. Il était content à la sortie de cette séance-là parce qu'il avait compris que, en fait, ils n'étaient pas parfaits. Ils étaient pas très bien. Et il avait vécu des choses très chouettes, mais il avait un côté défaillant où lui, il pouvait faire mieux. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? J'en sais rien, j'ai pas de ses nouvelles. Et il faudrait que je replonge dans l'époque de mes archives pour trouver son nom, parce que bien sûr, je m'en souviens plus. Donc, je suis incapable de le recontacter pour lui demander où il en est. C'est dommage. Ouais, ça, j'avoue, c'est dommage. Mais bon, c'est le jeu. Euh, donc, oui, on est tous défaillants quelque part. Et l'important pour moi, c'est d'avoir la capacité de prendre du recul sur ce qu'on fait et de se remettre en question. Je, je me remets souvent en question et souvent dans la formation parce que les élèves viennent appuyer sur des choses dans un sens ou dans l'autre. Dans la formation là, que j'ai donnée le dernier groupe, j'ai eu à me remettre en question sur la façon que j'avais inventée de faire les liens entre les ancêtres. Il y avait une petite erreur qui prenait qui induisait un tout petit pourcentage d'erreur finale qui était récupérable par tout le reste. Donc c'est pour ça que je n'avais pas vu mon erreur parce que j'arrivais toujours à la récupérer d'une façon ou d'une autre parce que j'ai plusieurs moyens de contrôle. Je m'étais pas rendu compte. C'est eux qui m'ont fait me rendre compte que ce que je leur disais, c'était faux en fait. C'était pas comme je leur disais. Il y avait une petite différence à mettre en place et ok. Et quand j'ai vu que il y en a un qui me disait ça, puis l'autre me disait oui, mais c'est pas comme ça, et l'autre disait pas comme ça, ok, je me suis posé sur une pause et j'ai refait mes calculs, j'ai fait différemment et là je me dis ok, oui, je fais une erreur depuis le début. Bon, bah c'est cool parce que j'ai encore appris. Et on apprend en permanence et on évolue en permanence et c'est, je pense, l'objectif de nos inconscients humains, d'apprendre et d'évoluer. Bien. Euh, Christo, s'il te plaît. raté. Vas-y. Quand tu as parlé de ta fille, que tu l'accompagnes parce qu'elle a choisi un- un- Une formation à son goût. une orientation qui lui plaît, Ouais. mais des fois, maintenant, il y a des jeunes qui choisissent une orientation que tu ne peux pas les suivre. Comme un garçon qui veut être un joueur de foot célèbre, qu'un qui ne veut pas travailler mais qui veut juste gagner de l'argent par Instagram. En fait, des choses, ça, tu ne peux pas les suivre. Et si tu dis non, ça les traumatise ou ça les... Et donc, ton travail de parent, c'est de comprendre avec eux pourquoi ils sont allés chercher ces orientations-là. Qu'est-ce qui fait que dans leur tête, c'est important d'être un joueur de foot célèbre ou un youtubeur célèbre aussi? C'est quoi l'intérêt pour eux? Quelle est la blessure qu'ils ont vécue qui les pousse à avoir cette orientation-là? Et ton boulot, c'est de revenir sur ton rôle de parent qui a échoué à un moment qui a été défaillant pour qu'ils aient besoin de compenser ce que tu leur as pas donné par cette célébrité. Mais du coup, il ne faut pas les suivre. Par exemple, le garçon qui veut Alors, être un non, joueur de non, foot, c'est pas les suivre. Là, c'est ton rôle de parent que tu vas avoir à mettre en jeu. C'est ce que tu as fait en tant que parent qu'il faut remettre en question. C'est pas leur choix. Leur choix, il vient de ce qu'ils ont envie, de ce qui leur plaît, de ce qui leur fait plaisir. D'accord? S'ils vont chercher à faire quelque chose pour avoir une célébrité, c'est certainement que leur valeur, elle n'est pas très bien nourrie. et pourquoi ce ne soit pas vrai qu'il veut être célèbre?
un joueur Pourquoi, de foot. pourquoi il a besoin d'être célèbre, le joueur de foot? Bah, il va te dire qu'il aime bien. Il aime Et, bien pourquoi? Qu'est-ce que la célébrité lui apporte? tout On le le monde aime regarde, bien être célèbre. mais tout le monde qui a besoin de valeur a besoin d'être célèbre, c'est sûr. Ouais. Ceux qui n'ont pas besoin de valeur n'ont pas besoin d'être célèbres. Ah, Ben oui, vouloir être célèbre, c'est vouloir qu'on le regarde et qu'on l'admire. Parce qu'on l'a pas assez regardé, admiré et valorisé. ok. Donc les parents de cet enfant-là n'ont pas fait leur travail qui va pousser cet enfant à vouloir devenir célèbre. Ok. Ok. Donc c'est aux parents de se remettre en question et de donner enfin la valeur à cet enfant pour l'accompagner au mieux, pas être joueur de foot célèbre, mais au mieux à acquérir la valeur qui lui manque encore pour qu'il puisse avoir une vie possible. Parce que c'est bien sûr pas des millions d'enfants qui vont être joueurs de foot célèbres, c'est évident qu'il n'y a que quelques élus. Donc là, on n'est pas dans question de le suivre ou pas, on est dans question de compenser enfin ce qu'on n'a pas fait à l'époque. Ok. Bon, bah, je dirais à cette maman parce que elle se demande pourquoi pas. Et en même temps, elle comprend pas pourquoi c'est pas possible. Et en plus, le club, il l'a rejeté. Elle a dit, tu n'es pas assez bon. Du coup, là, c'est la catastrophe. Ah oui. Il tombe de haut, lui, le garçon. Ben oui, il met son système d'espoir en face de ses besoins qui n'ont pas été remplis par ses parents, et quand on lui dit de l'extérieur, non, t'es pas assez bon, ben là, ça casse tous ses espoirs. Donc oui, Oui, normal. Normal, ça fait partie de la vie. Notre inconscient va nous pousser à compenser nos manques et les défaillances qu'on porte depuis notre naissance par notre métier, par nos activités, par tout ça. Pourquoi je voulais absolument être champion de France? Parce que financièrement, ça rapportait rien du tout, hein. Le premier gagnait 500 francs à l'époque, c'était en francs encore. Le premier d'un rallye et d'un rallye riche qui avait encore de l'argent à remettre à ses participants, parce que c'était sur les 6 qu'on faisait dans l'année, je crois qu'il y en avait 2 qui pouvaient faire ça. Le premier gagnait 500 francs. Avec 500 francs, ça remboursait même pas l'essence du week-end. Donc on faisait pas ça pour l'argent, on faisait vraiment ça pour être le premier, pour avoir la reconnaissance. Et j'ai expliqué hier que, non, c'était le matin, t'étais peut-être pas là, mais j'ai cherché à performer dans cette compétition-là pour avoir la reconnaissance que j'avais pas eue dans mon enfance. C'est là que je la cherchais. Et j'ai confronté ça en ramenant la coupe du second, second, oui, second, troisième, je sais plus, bref, une coupe d'un podium quelconque euh, euh, à mes parents et j'ai vu que ça les intéressait pas du tout. Ils s'occupaient complètement d'autre chose et ça, il n'y a eu aucune félicitation de rien du tout. Et ok, ça veut dire que deuxième, troisième, ça suffit pas, il faut être le premier. Donc, j'ai forcé à être le premier. Et c'est là que j'ai eu mon accident. Parce que j'ai cherché à l'extérieur de moi la reconnaissance qu'on m'avait pas donnée. Mais il n'y a que quand j'ai eu les bons outils thérapeutiques que j'ai pu avoir cette valeur sans que ce soit mes parents qui me la donnent. ok, Donc quand c'était possible, j'ai compris comment c'était possible et c'est là que j'ai créé la TEFT. d'accord. Petit résumé d'hier. Ok. Je peux mettre stop pour l'enregistrement, on peut passer au cours? Oui, je sais, c'est pas intéressant, quoi. Les échanges sont souvent bien plus enrichissants. Mais on est quand même là pour faire un petit peu de théorie.